Pour le magazine de ce dimanche, nous allons parler de notre environnement ici en Côte d'Ivoire, bien sûr, chercher à savoir s'il est compromis, cet environnement. Et notre invité est le professeur Coulibaly Lansina, vice-président de l'université Nangui à Brogoua. Professeur Coulibaly Lansina est professeur en ingénierie environnementale. Professeur, merci d'avoir accepté notre invitation. Avant notre entretien, nous allons suivre ce reportage d'Astou Touré et Michel Mambo sur la pollution causée par les déchets urbains, les eaux usées et sur la disparition du couvert forestier ivoirien. Des ordures à n'en point finir, des eaux usées, des terres polluées, la régression du couvert forestier, voilà le sombre tableau que présente l'environnement ivoirien. Mise en cause, la croissance constante de la population, l'exode rural, l'utilisation de produits phytosanitaires dans l'agriculture et la déforestation abusive du couvert végétal. Une dégradation de l'écosystème causant des risques d'extinction des ressources animales et végétales. Cette situation occasionne la pollution de l'atmosphère, l'avancée du désert, le changement climatique et bien d'autres fléaux, un véritable danger pour les populations. Le district d'Abidjan, qui a la plus forte densité de population, n'échappe pas à cette intoxication. Selon les statistiques, Abidjan serait une des villes les plus contaminées de la sous-région. Au regard de tout ce qui précède, le gouvernement ivoirien a pris des dispositions pour venir à bout de ce spectacle désagréable. Pour preuve, la ratification de plusieurs conventions internationales et l'élaboration des textes de loi pour une meilleure gestion de l'environnement. Reste maintenant à élaborer un plan de sensibilisation pour un changement de comportement. Professeur, selon ce reportage d'Astou Touré et Michel Mambo, les efforts du gouvernement au niveau de l'environnement pour améliorer l'environnement au niveau de la Côte d'Ivoire sont notables, mais beaucoup reste à faire. Est-ce que notre environnement est compromis? Merci, M. Alvor. Je voudrais dire qu'avec ce constat qu'on vient de voir, où nous avons une dégradation majeure dans tous les compartiments de notre environnement, il est tout à fait louable de se poser la question si celui-ci n'est pas compromis. On a les pollutions diverses signalées, on a la dégradation du couvert forestier, on a même l'émergence de certaines maladies émergentes et réémergentes, on a la modification des écosystèmes. Mais à côté de tout ça, il y a quand même un effort qui n'a pas pu être souligné dans cet élément, qui est que l'État a consenti à créer une institution dévouée aux sciences de l'environnemental, aux sciences de l'environnement et aux sciences de la nature, qui est l'université Nangui à Brogoua, où il y a plus de 268 chercheurs qui cherchent dans le domaine de l'environnement, qui produisent des connaissances, mais lesquelles ne sont pas utilisées par l'État. C'est-à-dire, je veux comprendre. Vous ne comprenez pas simplement parce que nous prenons seulement les statistiques. Vous produisez et ce n'est pas utilisé par l'État. Nous produisons parce que ce n'est pas utilisé, nous ne sommes même pas consultés sur les grands défis de l'environnement. Mais, comme je l'ai dit, l'État ayant créé cette institution a permis un fort potentiel de production de connaissances et de formation de cadres. Nous tenons les statistiques de cette année où nous avons présenté, par exemple, 62 candidats au CAMES pour inscription sur les listes d'aptitude. Nous avons fait un taux de réussite de 96,112%, soit 59 inscriptions sur 62 candidats présentés, ce qui présente une bagatelle à peu près de 400 publications scientifiques d'un encadrement de l'ordre de 20 docteurs que nos enseignants ont présentés et qui ont été reconnus sur le plan international. Mais ici, en Côte d'Ivoire, pour ces défis-là, nous ne sommes pas consultés pour prendre en compte ces différents éléments. Alors, très bien, professeur. Alors, vous cherchez, vous trouvez, est-ce que vos résultats sont connus? Vous avez dit à l'instant que vos résultats ne sont pas utilisés par l'État de Côte d'Ivoire. Est-ce que ces résultats sont connus? La connaissance pour le chercheur, c'est de produire des connaissances et d'être dans un canevas d'évaluation. Dans notre cas de figure, le chercheur produit pour être évalué sur le plan international par le CAMES. Et il revient donc à l'État, nous pensons, de pouvoir organiser le cadre de sorte que le producteur de connaissances, la connaissance produite puisse bénéficier aux destinataires. Et dans ce cas de figure, nous pensons qu'il faut aller vers l'organisation un peu du cadre institutionnel. Celui-ci existe, vous avez signalé beaucoup de conventions signées, beaucoup d'institutions créées, mais il n'y a pas la coordination qui permet d'aller vers la production de connaissances, d'orientation de politique, qui permet donc aux destinataires de bénéficier des connaissances générées dans les différentes institutions de recherche. Une proposition concrète. Une proposition, nous avons pensé qu'il serait bon que l'État réfléchisse
à ce que nous avons proposé, que nous appelons un Conseil national de l'environnement, où les institutions techniques, qui sont des acteurs, les techniques, je parle des ministères techniques, les institutions d'appui technique, qui sont par exemple, je peux citer le CIAPOL, et les institutions de recherche, puissent se retrouver dans ce canevas-là, réfléchir sur les problèmes existants et les problèmes à venir, proposer des orientations politiques afin que le politique procède à son implémentation. Alors, professeur, dans le reportage d'Astou Touré et Michel Mambo, il a été également question de disparition de la forêt ivoirienne. Vous, à votre niveau, alors quel constat et quelles propositions pour lutter justement? Merci, M. Alva. Le constat est le même, hein, c'est-à-dire nous sommes passés au début des indépendances de 16 millions d'hectares de forêt en Côte d'Ivoire pour nous retrouver aujourd'hui. Les statistiques les plus optimistes nous donnent 4 millions d'hectares. Mais au fond, quand on regarde, la dégradation est majeure. Cela résulte d'une politique agricole qui n'a pas suffisamment été planifiée. Cela résulte aussi d'une politique d'investissement dans le cadre de la reforestation qui, à notre sens, n'a pas pu être suivie. Nous pensons par exemple qu'il faut réfléchir à une incitation des populations à contribuer à la plantation de forêts. Par exemple, nous avons pensé à un impôt vert qui pourrait permettre, nous vous expliquons un peu, qui pourrait permettre par exemple à un acteur donné, à une population, un individu, par exemple vous, M. Alva, on vous inciterait à créer une forêt. Et depuis la conception de la parcelle jusqu'à ce que la plante atteigne au moins 5 ans, où le risque de dégradation est diminué, tout l'investissement que vous allez faire pour pouvoir permettre l'émergence de cette forêt-là vous sera rétrocédé sous forme d'impôt que vous devez payer, mais on vous exonérera de cet impôt. L'État bénéficierait d'avoir le bénéfice écosystémique de la forêt qui est généré, mais vous, à la fin, à l'âge mature de l'exploitation des grumes, j'allais vous demander l'exploitation de cette forêt, justement. Elle vous reviendra. Mais le bénéfice environnemental est tel que l'État, en consentant le minimum, ce que nous appelons l'impôt vert, vous permettrait et nous permettrait, nous, de préserver un environnement durable où nous allons avoir un climat conservé, nous allons avoir un frein à ce qu'on appelait la déforestation, donc à l'avancée du désert et à toutes les modifications climatiques qui résultent de cela. Alors, professeur, ici, au niveau du district d'Abidjan, il y a la forêt du Banco, une forêt qui est plus que menacée. Alors vous, à votre niveau, alors comment est-ce que vous concevez cela? Alors quelle est l'importance justement de cette forêt, la forêt du Banco? La forêt du Banco, à l'instar de toutes les forêts, présente un intérêt majeur pour la population d'Abidjan et même pour la population riveraine. Parce que la forêt permet de créer un microclimat. Ça, c'est d'un. La forêt est un environnement socio-culturel. Si vous regardez les populations autochtones de la région qui fréquentent la forêt, l'exploitent, vont chercher des ressources à l'intérieur. À l'intérieur de cette forêt, on peut développer un tourisme qui permet de faire découvrir à des enfants une source, par exemple. La source de la rivière du Banco vient du Banco, qui est vraiment le point où la nappe ressurgit carrément en surface. Donc, et nous avons une préservation d'essences diverses, nous avons une faune qui y est. Et donc, vraiment, cette forêt-là révèle un intérêt. Malheureusement, la forêt est en perpétuelle agression. La surface est réduite, bien qu'il y ait un cadre de protection. Aujourd'hui, nous nous trouvons avec le risque d'avoir une pollution majeure de la nappe qui se trouve en dessous, qui est la nappe du Grand Abidjan, qui permet d'alimenter les populations. Si rien n'est fait pour limiter les agressions, pour au moins sécuriser le volet assainissement, le volet de gestion globale de l'environnement des déchets et autres, nous risquons d'avoir une pollution de la nappe et qui va entraîner un surcoût dans l'exploitation. Et donc, c'est finalement le destinataire final qui est la population qui va payer le plus fort pour pouvoir avoir de l'eau potable au niveau d'Abidjan. Une forêt à ne pas détruire donc? Absolument, il ne faut pas détruire cette forêt. Alors, professeur, la Côte d'Ivoire est très arrosée. Nous avons 4 fleuves et nous avons également la mer. Alors, quand on parle de destruction de notre environnement, est-ce que ces eaux sont menacées? Les eaux ivoiriennes sont, sans se cacher, sont menacées. Nous prenons par exemple le cas du Bandama, où il se développe une agriculture en amont, dans la zone de la Maraoué, en allant du côté du Poro, etc., où nous avons une forte agriculture cotonnière. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau de cette... c'est qu'il n'y a pas une planification et donc nous pouvons avoir facilement un impact de la pollution de ces eaux. Et dû à la pollution diffuse, la diffusion d'engrais, vous voyez de temps en temps des salades d'eau douce qui envahissent la lagune au niveau d'Abidjan, mais ça prend son essence depuis l'amont, dû à l'infiltration de nutriments dans les eaux. Aussi, à côté, nous avons ce que nous ne percevons pas totalement, qui est la contamination de la chaîne alimentaire, avec l'infiltration dans les eaux de pesticides
qui vont contaminer les végétaux, les aliments primaires que consomment les poissons, et nous sommes les destinataires finaux. Il y a plein de travaux qui démontrent, par exemple, au niveau de la région de Yamoussoukro, au niveau du barrage de Koussou, où des équipes de l'université Nangya-Ourouga sont allées jusqu'à analyser des résidus de pesticides dans le sébum facial, dans le lait maternel et même dans, comment on appelle, le sperme humain. Tout cela impacte sur la santé de la reproduction, par exemple. Donc, il y a une pollution diffuse des milieux à forte production agricole. Il y a un risque de pouvoir alimenter les eaux au fil de l'eau, les populations au fil de l'eau par les prélèvements, parce qu'il faudra faire un effort additionnel de traitement des eaux. Des efforts, justement, il faut en faire parce que c'est un peu effrayant pour ça. Il faut sensibiliser, il faut encadrer l'agriculture. Il faut éviter l'implémentation tout azimut de petits barrages. Il faut donc rentrer dans le cadre d'une politique formelle de l'agriculture qui oriente les populations à leur établissement. Et associer donc les chercheurs qui peuvent définir des zones de protection, lesquelles peuvent permettre de réduire la pollution sur ces milieux-là. Alors, professeur, parlons maintenant de modification du climat. On s'est rendu compte depuis quelques années que les saisons des pluies se sont déplacées, les saisons sèches se sont déplacées, si bien en mars, avril, mai, juin, où il doit pleuvoir, en général, juste quelques gouttes de pluie, et puis on se retrouve, il y a des années même où on se retrouve sur toute l'année, et il y a la pluie sur toute l'année. Alors, c'est quoi ce phénomène? C'est tout ce que vous avez expliqué tout à l'heure, le fait d'échanger les couverts forestiers, le fait d'avoir dégradé notre couverture forestière, le fait aussi que nous ayons tout un changement global mondial. Nous sommes une partie du monde, nous ne sommes pas retirés, et donc ce qui est provoqué ailleurs a des conséquences chez nous. Donc globalement, les moins pessimistes vous diront, par exemple sur Abidjan, qu'il pleut la même quantité d'eau, de l'ordre de 2000 mm dans l'année. Mais seulement les périodes de saison peuvent être modifiées. Donc tantôt on parlera de perturbations climatiques, mais tout ceci rentre dans le cadre global du changement climatique. Dans le nord, à l'ouest, on a des modifications sur le calendrier agricole, par exemple. Et cela perturbe les paysans. Oui, cela... Alors, que faire face à cette situation? C'est ce que je vous ai dit. Oui. C'est-à-dire que du point de vue recherche, toutes ces données sont connues des chercheurs. Toutes ces productions existent. Mais pas de la population. Oui, mais pas de la population, parce que le Caneva, où on va pouvoir regrouper les informations générées par les équipes de recherche et les utilisateurs, qui sont les agences de développement, jusqu'à arriver au destinataire final, n'existe pas. C'est pourquoi nous pensons qu'il faut créer ce type de conseil-là, qui va reprendre les institutions techniques, les institutions de recherche et les ministères techniques, de sorte à réfléchir sur la politique globale dans le cadre du changement climatique, qu'est-ce qu'il faut apporter. Alors, professeur, la gestion des déchets industriels et domestiques au niveau des villes ivoiriennes, le cas concret du district d'Abidjan. Le problème du district d'Abidjan résulte du fait que vous avez entendu une forte croissance démographique et une extension démographique non planifiée. Donc on se retrouve en longueur avec une surface totalement occupée et avec une capacité de collecte affaiblie. Donc il faut dans ce cas de figure aller vers une bonne planification de la collecte des déchets. Déjà un effort est signalé, mais il faut aller davantage vers la transformation des déchets. Et pour cela, on ne peut pas s'asseoir dans son environnement et penser pouvoir apporter la solution. Il y a la population et qui, à son avis, a donné. Il y a les taxes techniques qu'on définit dans les institutions, comme on appelle, ministérielles. Mais il y a aussi le fait que l'avis de la population compte. Si vous regardez, le financement, il est faible. Et le financement, les populations sont prêtes à financer, mais il y a une méfiance qui est installée. Donc, dans le consentement à payer, les populations sont prêtes à payer le service de la collecte des déchets, mais pourvu que l'acteur principal qui est là ne soit pas celui-là qui preste. Donc, il faut aller regrouper ces résultats-là et puis orienter une bonne politique pour pouvoir procéder à une bonne collecte. Une politique, est-ce que les moyens peuvent accompagner pour une meilleure gestion de ces déchets? On a déjà une taxe qui existe, mais il faut aller vers la population qui doit contribuer. Elle est prête à contribuer, elle contribue déjà. Si vous vous promenez dans les communes, le minimum que les populations payent pour se faire précollecter les déchets, c'est au moins 300 francs. Mais en même temps, les études techniques montrent que celles-là ne sont pas prêtes à payer à une institution formelle, qui est par exemple, je ne vais pas citer, mais qui serait l'organisation étatique, mais aller vers une institution qui permet d'avoir le service presté. Donc, il est... Merci. Merci bien. Merci, professeur. Merci pour toutes ces informations. Merci de nous avoir
éclairé suffisamment et nous allons terminer cette édition avec cette information. La République du Bénin a eu 55 années d'indépendance hier. Pour la célébration de cet événement en Côte d'Ivoire, c'est la résidence de l'ambassadeur ici à Cocody qui a servi de cadre. Toast de l'ambassadeur du Bénin en Côte d'Ivoire au ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Un geste qui marque les 55 années de souveraineté de la République du Bénin. L'ambassadeur Daouda Wabi a donc convié plusieurs personnalités et diplomates accrédités en Côte d'Ivoire. Occasion pour lui de réaffirmer son engagement à mettre la diplomatie au service du peuple. Le Bénin demeure en toute occasion et parmi tous les amis de ce beau pays, un partenaire au cœur de la Côte d'Ivoire, en route vers l'émergence et un ardent défenseur de l'intégration pour une Afrique apaisée en cette période électorale dans nos différents pays. Pour sa part, le représentant du gouvernement, Rémi Alakwadjo, a exprimé la longue amitié qui existe entre les deux pays et l'engagement du président Boni Yayi en faveur de la paix et de la démocratie. Il a par ailleurs souhaité une hausse des échanges économiques. Je voudrais, au nom du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, du gouvernement et du peuple ivoirien, exprimer le vœu ardent qu'en 2016, la reprise des réunions de la grande commission mixte nous conduise à des niveaux d'échanges économiques et commerciaux plus élevés à la hauteur des potentialités économiques des deux pays et à la diversification de leur coopération dans l'intérêt des populations respectives. La communauté béninoise vivant en Côte d'Ivoire est estimée à environ 2 millions de personnes. Et ce reportage d'Abou Sanogo met fin à cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et restez avec nous sur RTI1.